Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un à vous présenter. Je vous présente Valérie Chénin. Valérie, bonjour. Bonjour, Donc, merci de m'inviter à partager mes non, recherches mais sur le cercle t'en fais pas, Aristote. c'est un plaisir et puis ça fait partie du cahier des charges du Cercle Aristote. Comment dire, moi j'ai connu tes travaux par les réseaux sociaux, on va dire. Voilà, Donc, tu es psychologue du travail, tu es psychologue c'est ça. social également, et donc tu travailles sur vu sous l'angle de l'entreprise et du travail, la condition de l'individu contemporain. Bon. Et ce qui t'a amené à travers des médiations de vie, a priori, à t'intéresser à un sujet qu'on a traité sous plusieurs angles, mais qu'on n'a pas traité sous l'angle que tu entends, que tu entends traiter aujourd'hui, qui est le sujet des droits de l'homme et de quelque chose dont on parle assez peu, que mon maître, j'allais dire mon vieux maître, il va me crucifier, Arnaud Imatz avait traité sous l'angle de l'histoire des idées, qui est une chose qu'on voit pas, qui est qu'au sein de la pensée des droits de l'homme, qui est quand même une pensée qui a plus de 2 siècles et demi, hein, Mhm. c'est pas une pensée récente. Tu as une date assez révolutionnaire qui est 1948 et d'un texte qu'on mésestime totalement en histoire des idées parce qu'on y voit un texte sympathique qui est une déclaration d'intention et en réalité, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, en fait Voilà. et qu'on peut le relire, disons, à nouveau frais. Et donc, c'est le sujet que tu nous as, c'est le sujet sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, le sujet que tu m'as proposé. Et voilà, je recommande aux gens de te suivre sur le site internet que vous aurez en description. Pouvoir dialoguer avec toi assez facilement, parce que je crois que tu es assez accessible par Oui, les sur ma réseaux. page. Oui, puis sur ma page aussi, on peut me communiquer directement, voilà. Et Sur donc, le site, pardon. avant que je rebondisse, comme disait la tête de Robespierre, je vais rebondir. Et avant que je rebondisse, je te laisse nous présenter ce sujet pour faire un petit peu de tourner méninge. Merci. Oui, donc bon, j'ai intitulé cette intervention Nos droits de l'homme dénaturés, que j'ai été inspirée par différentes sources, donc je parlerai au fur et à mesure. Moi, en tant que psychologue, j'ai un code de déontologie et en France, en tout cas, il est noté en tête que le respect de la dignité humaine est le fondement de l'action du psychologue. Et moi-même, ayant subi un épuisement professionnel, on va dire euh, des injonctions paradoxales justement entre mon éthique, ce qu'on me demandait de faire dans un service public qui a été privatisé, hein, la formation professionnelle. Je travaillais à l'AFPA. Et donc voilà, donc j'ai mis le nez dans le droit et les droits de l'homme notamment parce que c'est en effet un concept dont on nous parle dans les livres scolaires. On dit ah ben c'est super, on a modernisé les droits de l'homme en 48, c'est nécessaire. Maintenant on nous parle aussi des droits fondamentaux qui sont, on le verra avec la charte européenne des droits fondamentaux un cran au-dessus encore voilà. Donc pour commencer, je pensais partir donc de Nuremberg, hein, puisque le tribunal militaire de Nuremberg en 45 donc a rappelé au monde suite à la Seconde Guerre mondiale donc il fallait restaurer les droits des droits des personnes, hein, pour les protéger contre l'état de droit, hein, contre le droit positif, c'est-à-dire pour le régime nazi, donc l'état de droit nazi. Et donc ont été condamnés les commandants, enfin c'était
c'était pas les hauts hauts, hein, ils étaient soit suicidés, soit plus accessibles, mais en tout cas, les cadres du parti qui ont été donc condamnés pour avoir exécuté, même s'ils avaient exécuté simplement des ordres, parce qu'en fait, si ce sont des lois qui enfreignent la dignité humaine, à ce moment-là, ben, Nuremberg a rappelé au monde qu'il y avait non des choses qui étaient infranchissables. Et donc, du coup, en France, dès 1946, donc, a été restauré notre droit naturel traditionnel à nous, hein, qui date de 1789, pardon, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, elle a été réaffirmée dans le préambule, hein, de la Constitution en 46, avec aussi des droits qui ne sont pas des droits libertés, hein, mais des droits sociaux, hein, les droits à l'emploi, l'égalité homme-femme, etc., qui sont là plus liés, non pas à du droit naturel, mais à du droit circonstanciel, hein. D'ailleurs, ils mettent bien dans le préambule que dans la situation actuelle, il faut aussi penser à ça, ça, ça. Bon, et sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc il est bien noté que alors, je vais reprendre des textes, pas tout, hein, mais en tout cas certaines choses. Voilà, hein, donc ça, je l'ai acheté au musée Carnavalet parce que vous avez l'original normalement qui est au musée Carnavalet, donc c'est l'allégorie, hein, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, elle est très très mal mise en. Je sais pas si vous y êtes allé, mais alors elle est très très mal mise en valeur. Elle est tout à fait significative des droits naturels qu'on a. On monte un escalier, puis on arrive, on tourne et puis on la voit comme ça. En plus, c'est pas très grand. Enfin, c'est pas du tout mis en exergue. Bon, bref, c'est tout à fait significatif, hein, de comment on respecte ça. Et donc, ce qui est intéressant, bon, c'est pas tous les articles, il y en a 17, hein, c'est assez court à lire. Moi, je conseille à remettre un peu le nez dedans ou le mettre parce que souvent on le lit pas entièrement, mais simplement sur le préambule. Donc, il est bien dit, l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, hein. Et donc l'Assemblée nationale a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Et donc c'est bien du droit naturel, c'est-à-dire que ça échappe complètement à la justice humaine et au droit positif. C'est donc au-dessus et donc c'est sacré comme donc en 1789 il y avait le pouvoir divin du monarque et du roi. Donc là, comme il n'y avait plus de roi, bah, après en 93 en tout cas, donc il a échu au peuple et donc c'est lui qui a reçu donc ces droits sacrés de veiller à sa propre nécessité, notamment collective. Et donc, en conséquence, autre chose qui est importante dans ce préambule, c'est l'Assemblée nationale reconnaît et déclare. Alors, elle ne promulgue pas, hein, comme on verra les autres déclarations des droits de l'homme, mais elle reconnaît et déclare. C'est-à-dire qu'elle constate tout simplement et elle le met en lumière le fait donc que nous avons des droits de l'homme et du citoyen, hein. Donc, et là, vous avez non pas un individu qui est isolé, mais bien une personne. On verra tout à l'heure le personnalisme, hein, qui est un courant et qui donc considère l'homme non pas comme une entité isolée, individérée, hein, individu, comme le monde anglo-saxon, mais bien comme une personne qui est donc avec sa famille, sa culture, etc., etc. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans la même phrase, il dit en présence et sous les auspices de l'être suprême. Et ça, c'est important parce que nous, on connaît bon, en psychologie, et puis il y a une convergence aussi entre l'Antiquité et la Bible, c'est le péché d'orgueil de l'humain, et notamment de ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire de se prendre pour des hommes-dieux. Et là, donc, ça signifie bien que pour la France et pour donc cette nouvelle religion civile qui a été mise en place en 1789, c'est bien dans le respect des règles d'équilibre et de conservation du cosmos, hein, donc aussi qui était au niveau de l'Antiquité. Et
Et ça, c'est important parce que ce n'est pas dans la démesure ou dans l'hybris, mais bien dans le respect de ça. Et donc, agir dignement en France et par cette religion civile-là, c'est en fait, ni agir comme un homme-dieu, ni agir non plus moins comme un animal qui n'est pas doué de raison, mais vraiment au niveau de la condition humaine, comme un homme, créature, tout simplement. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Bon, après, bien sûr, vous avez les différents articles, avec évidemment, donc on est tous égaux en droit, etc., etc. Et là, on voit que ce sont des articles qui sont quand même très, très, très généraux et qui font que ça ne peut pas faire les lois, en fait. On est sur un principe qui fait que, comment dire, euh, en fait, ça provient. Il faut savoir que cette Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle a été mise dans le préambule de la Constitution. Elle n'est pas dans la Constitution. Et ça, en fait, c'est parce que les constituants, donc de 1789, mais ça a été repris en 1946 et puis pour 1958 aussi, donc la cinquième, c'est qu'il y a une séparation, et ça c'est important. Il y a Jean-Louis Harwell que vous avez justement fait venir pour parler de ça, c'est le dualisme chrétien qui est une spécificité chrétienne. Et en fait, à la Révolution, dans cette déclaration, en mettant la déclaration en préambule et pas dans la Constitution, en fait, ça fait échapper la morale, le pouvoir spirituel donc qui est donné et qui est sacré, qui est donné au peuple français, du pouvoir temporel, parce que la Constitution, c'est le pouvoir temporel, c'est-à-dire comment s'organise le pouvoir en fonction de cette morale-là. Et en effet, c'est comment dire, c'est c'est très vague. Si les juges mettent la main sur tous ces articles, ils peuvent lui faire dire n'importe quoi parce que, enfin, ou en tout cas ce qu'ils veulent, parce que justement, ce sont des formulations qui sont extrêmement vagues et qui sont de type spirituel. Voilà. Et donc, tout ça vient de la parole du Christ dans la Bible, ce dualisme-là. D'ailleurs, voilà, c'est le livre de Jean-Louis Harwell sur ça, sur le dualisme et le monisme, qui est intéressant. Et puis, la conférence qu'il a donnée aussi au Cercle Aristote. Et donc, ça vient de rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est, donc ça c'est la séparation entre le pouvoir religieux, donc qui est nous, la religion qui est maintenant civile, donc mais le pouvoir spirituel, on va dire. Et puis mon royaume aussi n'est pas de ce monde, c'est-à-dire que le Christ, contrairement au Premier Testament, il n'a pas édicté de loi humaine. Il n'a même pas voulu être roi, il n'a pas voulu être dépositaire du droit, enfin du pouvoir temporel. Et ça, c'est important parce que ça a créé une spiritualité qui est individuelle. Et tous les évangiles, en fait, ça consacre le libre arbitre entre le bien et le mal, mais pour un paradis qui est céleste, pas un paradis qui est terrestre. Et donc du coup, on est sur une c'est pour ça que c'est le génie du christianisme, c'est qu'en fait cette division-là a permis justement de l'essor économique de l'Occident, etc. Alors que toutes les autres civilisations, il y a une confusion. Enfin, le politique ne se conçoit que par la loi de Dieu et du sacré, que ce soit l'Antiquité où tout était sacré, la nature était sacrée, ou le judaïsme, ou l'islam, ou la Chine. Ils donnent des exemples de ça. Et donc, du coup, là, il y a une confusion entre les deux où au contraire, donc comme dans le nazisme aussi, où le pouvoir a
la mission aussi du spirituel, c'est-à-dire de gouverner les hommes, corps et âme. Or là, en séparant le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, et notamment en plaçant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en préambule et non pas dans la Constitution, eh bien, ça permet justement de préserver la liberté individuelle et de nous d'échapper à la tyrannie, justement. Donc, ça a été remis, donc ces droits naturels-là, pour que justement ce ne soit pas dans les mains des juges et que ce ne soit pas utilisé pour que ça soit des lois et que ce soit coercitif. Voilà, et c'est ça qui constitue notre spécificité à nous en France, qui sommes, on va dire, la fille aînée de l'Église, comme on dit, hein, donc ces principes catholiques-là, même s'ils ont été sécularisés, hein, c'est-à-dire laïcisés, et qui fait notre identité particulière, notamment par rapport aux anglo-saxons qui, eux, sont plutôt de souche protestante et n'ont pas la même vision non plus forcément des choses à ce niveau-là. Bien que, on va me dire, en France, c'était rare quand même qu'il y ait une séparation entre les deux. Et c'est vrai, cette séparation entre les deux, elle ne va pas de soi. Régulièrement, vous avez, alors le premier, c'était Charlemagne, hein, qui avait un régime, on disait césaro-papiste, c'est-à-dire qu'il s'était accaparé les pouvoirs du pape. Donc c'est lui qui faisait les lois sur le nombre de messes, etc., etc. Donc sur le pouvoir spirituel. Et le pape n'était là du coup que pour prier pour que l'empereur il réussisse dans sa mission. Et, euh, et à d'autres moments, au contraire, c'est l'Église qui voulait un monisme, donc qui voulait s'accaparer le pouvoir du temporel et notamment elle excommunier certains rois, dont certains rois de France notamment, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et puis l'ancien régime, enfin voilà, il explique assez bien ça, comment il y a eu cette lutte régulièrement, mais en fait, tous les deux, donc ça a permis aussi de mettre en place cette liberté-là de l'individu, donc de choisir hein, entre le bien et le mal aussi. Ça appartient à la personne. Et puis, par contre, de décider ensemble des règles de vie ensemble, ça, c'est inaliénable et c'est le peuple qui le fait. Voilà. Et on va voir comment ces remparts-là, les deux, hein, c'est-à-dire la séparation du pouvoir temporel et spirituel, mais aussi nos droits naturels, ont été abolis par la suite. Hein. Et parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, nous en France, donc en 46, on a pu rapidement remettre ces droits-là traditionnels, donc de 1789. Par contre, au niveau mondial, donc, est resté parmi les quatre utopies qui étaient sorties de la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait le nazisme, donc le social-démocratie. Vous aviez le social-nationalisme, pardon, le fascisme. Il y avait le communisme, donc avec Lénine. Et puis, il y avait le quatrième utopie pour créer un nouveau monde sur les décombres de cette Première Guerre mondiale. Il y avait les États-Unis. Voilà. Et donc, suite à l'arrasement à la fin de la Seconde Guerre mondiale du fascisme et donc du nazisme, il ne reste plus que deux impérialismes qui sont opposés, hein, qui ont des visions de l'homme et de la dignité et de la société complètement différentes. C'est les États-Unis, donc le libéralisme anglo-saxon, et le communisme, donc l'URSS, et ça a donné bien sûr la guerre froide, et on sait que cette lutte à mort a été donc réussie par les États-Unis. Hein. Et donc sur les bases de Nuremberg, donc les sièges permanents à l'ONU, donc vous avez donc les USA, l'URSS, l'Angleterre, la France grâce voilà réussi aussi à avoir un siège permanent à l'ONU sur les 5 et la Chine. Et donc sur les bases de Nuremberg, donc qui a rappelé ces lois naturelles, ont été créées donc l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies, donc comme droit international, et aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui à l'origine était censée protéger les personnes contre justement l'arbitraire et la tyrannie des États hein, et du droit, de l'État de droit justement.
et donc qui s'est instauré au niveau mondial. Et alors, le lancement de ce nouvel ordre mondial, ben, ça s'est fait par ben, un discours. Moi, je n'étais pas au courant. Je connaissais les 4 libertés du marché unique européen, mais en fait, j'ai découvert que ça venait du discours des 4 libertés de Franklin Delano Roosevelt en 1941 et donc qui annonce le nouvel ordre mondial et le nouvel ordre moral qu'il va mettre en place et auquel d'ailleurs il n'a aucun doute que ce sera victorieux hein, de par son discours. Donc je voulais vous lire les quelques extraits de ce discours, notamment la fin. Donc, dans l'avenir que nous cherchons à rendre sûr, donc là c'est Roosevelt hein, qui parle au Congrès, nous attendons avec impatience un monde fondé sur les 4 libertés humaines essentielles partout dans le monde. Alors évidemment, ces libertés humaines essentielles partout dans le monde, c'est des libertés libérales hein, qui sont issues du libéralisme anglo-saxon. Et donc, ces 4 libertés, c'est le droit de parole et d'expression, le droit de religion, être libéré du besoin, ce qui signifie donc des accords économiques qui garantiront à chaque nation une vie saine et paisible pour ses habitants, hein, notamment ces accords économiques comme le TAFTA ou peut-être. Et la 4e liberté humaine essentielle, c'est être libéré de la peur. Et pour ça, donc il dit, ça signifie une réduction mondiale des armements pour qu'aucune nation ne soit plus en mesure de commettre une agression matérielle contre ses voisins. Voilà. Donc l'objectif, donc, c'est donc au niveau économique, au niveau de l'armement, au niveau des religions et de la parole et d'expression. Et donc, il dit à cet nouvel ordre, à cet ordre nouveau donc du nazisme et du fascisme hein, et du communisme, parce que nous opposons une conception plus élevée à un ordre moral. Hein, donc, c'est bien un ordre moral qu'il veut mettre en place. Depuis le début de notre histoire américaine, nous nous sommes engagés dans le changement, dans une perpétuelle révolution pacifique. Une révolution qui se poursuit régulièrement, s'adaptant tranquillement à des conditions changeantes, sans camp de concentration ni chaux vives dans la fosse. L'ordre mondial que nous cherchons, c'est la coopération entre les pays libres, travaillant ensemble dans une société civilisée amicale. Et là, on voit la stratégie justement hein, de tout ce qui est la soft law et de tout ce qui est notamment l'idéologie des Quakers, la société des amis, hein, qui est un courant du protestantisme, qui est aussi à l'origine du management. Baptiste Rapin, hein, donc qui est maître de conférence à l'IAE-Metz, en parle hein, avec la cybernétique et tout ça, donc de ses origines là, de la coopération aussi dans le management, hein, le fameux gagnant-gagnant. Qui veut qu'on doit être au-dessus donc du libéralisme et du communisme, donc au-dessus des syndicats et du patronat et qu'il ne doit pas y avoir de conflit. Voilà. Donc, c'est cette logique anglo-saxonne qui a sûrement fait aussi son succès. Mais en fait, on voit que, par exemple, par rapport au management, pour arriver à ça, ben, en fait, ils ont géré des ressources humaines et l'homme est devenu une ressource à gérer au niveau justement scientifique et tout, et non plus comme le centre de la société, mais bien comme un objet pour faire ça. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse sur cette stratégie de coopération qui, en fait, a l'air très, très jolie, mais en fait, on verra comment des stratégies assez sournoises, justement, pour pousser toutes les nations à signer tout ça. Et pour finir, donc, juste sur ce discours, donc, cette nation, donc les États-Unis, a placé sa foi en la liberté sous la direction de Dieu. Donc, on retrouve bien la collusion donc entre le spirituel, le religieux, hein, d'origine protestante et puis aussi la liberté. Hein. Donc, on a placé la liberté sous la direction de Dieu. La liberté suppose la primauté des droits de l'homme partout.
Voilà. Et donc là émergent les droits de l'homme, c'est-à-dire ce nouvel ordre moral international qui va être mis en place partout sur cette idéologie donc politico-religieuse. Et là, vous avez Grégor Pupinck qui a fait donc justement les droits de l'homme dénaturés, mais lui, il n'a pas mis d'S parce que c'est l'homme qui est dénaturé. Voilà, et donc qui explique qu'en effet, suite à la Seconde Guerre mondiale et notamment donc Roosevelt, ils ont fait le constat que ben, le modernisme avait échoué. Hein. Le modernisme, c'est justement quand le droit, donc ça a été mis en place par Hobbes. Quand le droit, enfin quand l'état de droit en fait et la souveraineté nationale en fait. Et donc, à partir de donc ça a échappé du coup à l'Église et que c'est l'État qui a géré et la souveraineté nationale qui s'est occupée de gouverner les hommes. Et donc leur but, et il dit hein, dans le livre, c'est que leur but c'est de mettre en place une démocratie chrétienne et de revenir à l'empire romain christianisé avant la première guerre de 30 ans, donc qui avait lieu entre 1618 et 1648. Et là, ils pensent que c'est un cycle qui se finit entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale et que du coup, ça y est, il faut en finir maintenant avec le modernisme et il faut arrêter avec les États-nations et la souveraineté nationale. Donc, leur objectif, c'est bien de mettre en place une gouvernance mondiale moniste, c'est-à-dire pas dualiste, hein, où il y a une séparation entre les dieux, mais bien le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel au niveau mondial pour gouverner au niveau mondial. Hein. Donc c'est bien un impérialisme dont il s'agit. Alors, comment tout ça s'est décliné, notamment en Europe? Parce que c'est vrai, ça paraît une déclaration d'intention comme ça, puis c'est pas vraiment introduit dans le droit. Ben, en fait, ça s'est décliné en Europe. Hein, donc par la construction européenne, par deux choses. Donc directement donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme a découlé la Convention européenne des droits de l'homme. Donc qui est donc c'est hop donc la cour est à Strasbourg hein, donc la Convention européenne des droits de l'homme et elle a été déclinée, enfin notamment ça a été décliné par Jacques Delors hein, en Europe. Alors, il faut savoir que De Gaulle, le pouvoir gaulliste, était foncièrement contre ratifier cette Convention européenne des droits de l'homme. Il avait signé, mais il ne voulait absolument pas le ratifier, justement pour préserver notre religion séculaire à nous et nos droits et les droits naturels des Français, puisqu'en fait, cette convention-là, ben, c'est pas du tout du droit naturel, hein, c'est uniquement du droit positif. Et en plus, donc, il n'y a pas de citoyens, c'est vraiment les individus qui sont cernés. Et puis, surtout, c'était le fait que il fallait absolument préserver le dualisme aussi et la séparation du temporel et la souveraineté nationale. D'ailleurs, ça n'a pas été décliné qu'en Europe, cette Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Ça a été décliné aussi, par exemple, en Amérique. Il y a un comité interaméricain des droits de l'homme. Et il faut savoir que ben, ni les USA ni le Canada, encore aujourd'hui, n'ont jamais ratifié. Parce qu'en fait, ben, ça attaquerait leur souveraineté. Donc, du coup, ils ne l'ont pas fait comme De Gaulle à l'époque ne voulait pas non plus ratifier ce genre de texte. Et donc, voilà. Mais par contre, ça n'empêche pas les États-Unis, alors selon une source qui, a priori, n'est pas complotiste, hein, puisque c'est Wikipédia, mais les États-Unis financent à 80% ce comité-là, par contre. Donc, pour justement détruire les souverainetés des autres pays. Enfin, bref, c'est pour la parenthèse.
On verra aussi tout à l'heure que l'Union européenne a aussi ratifié finalement cette Convention européenne, bien que dans les traités, il est marqué qu'elle y adhère, dans le traité de Lisbonne. Mais en fait, elle dit bien que ça ne change rien à ses compétences, hein. Donc, ça veut dire qu'elle aussi, elle préserve sa souveraineté. Elle est bien au courant. Voilà. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis du coup dans la Convention européenne des droits de l'homme, hein, puisque ce n'est qu'une déclinaison, Grégor Pupin explique qu'il y avait deux courants. Il y en avait un le personnalisme, donc c'était Jacques Maritain, qui avait un parcours religieux un petit peu œcuménique, on va dire, hein, puisqu'il était au départ protestant, puis il s'est converti au catholicisme, mais plutôt le thomisme, hein, donc saint Thomas d'Aquin, et sa femme était juive. Donc, il avait une vision, on va dire, de chrétien, judéo-chrétien large, et de personnalisme, et il était foncièrement au départ anti-moderne, et puis finalement, avec justement Roosevelt et puis ces cercles religieux chrétiens qui étaient aux États-Unis et qui ont réfléchi à la question sur justement les droits de l'homme à établir, il a préféré, comme il est dit dans le livre, devenir pas un anti-moderniste farouche, mais un anti-moderniste subversif. Voilà, par justement la stratégie qui a été mise en place par les droits de l'homme. Et puis le deuxième courant, voilà, donc le deuxième courant, par contre, dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qu'on dit humaniste, mais en fait, donc, il était incarné par Julian Huxley, hein, donc le frère de Aldous Huxley. Julian Huxley était le premier président de l'UNESCO et c'est lui qui a édicté donc les objectifs de l'UNESCO, par exemple, qu'on peut toujours retrouver d'ailleurs là. Et c'est une vision complètement différente puisqu'en fait, Julian Huxley faisait partie des figures les plus éminentes mondiales de l'eugénisme et il était bien sûr athée. Et donc, dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui était chapeautée d'ailleurs présidée par la femme de Roosevelt, donc Eleanor Roosevelt, se confrontent donc ces deux idées-là et ces deux conceptions-là de l'homme et de l'humanité, de la dignité humaine et des sociétés. Donc le personnalisme, ça c'est Jacques Maritain, qui donc issu des cercles chrétiens et judéo-chrétiens, donc où là c'est bien la personne et pas l'individu qui est en place, comme l'alpha et l'oméga donc de la société, et donc dans sa composante sociale, familiale, culturelle, historique, etc. Là, qui présuppose aussi une égalité de dignité entre les personnes. Et d'ailleurs, on peut voir que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens a repris, en rendant indissociable l'homme et le citoyen, donc c'est bien la personne qui est prise en compte dans sa globalité. Et deuxièmement, il y a aussi l'aspect religieux qui est ne pas être dans la démesure, c'est-à-dire de reconnaître l'autorité divine et de reconnaître sa condition d'homme-créature. Donc ça, c'est le personnalisme qui a donné d'ailleurs certains des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi certains de la Convention européenne des droits de l'homme qui en découlent. Et puis Julian Huxley, donc c'est plutôt l'individualisme, et là qui tire sa conception de l'homme et de la société plutôt du gnostisme, qui est en réalité une hérésie du Moyen Âge, hein, dans le Moyen Âge, on va dire dans les premiers chrétiens, il y a eu différents courants, et celui-là, donc c'était que le monde avait été créé par un dieu méchant, un dieu mauvais, donc la matérialité, le corps, et que l'esprit était enfermé dans le corps et que donc la dignité humaine, c'était justement de s'extirper, que l'esprit s'élève
de la matérialité et domine le corps. Et donc là, ça crée des dignités inégales hein, selon le degré de la personne de révolte et de domination du corps par l'esprit. Notamment ça a donné donc des droits individuels, notamment le droit à l'autonomie ou le droit à la vie privée, qui du coup est devenu sacré dans cette déclaration des droits de l'homme, donc qui permet justement à l'individu de s'émanciper donc de l'autorité de l'État, puisque c'est le but hein, de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, donc pour justement, mais uniquement dans le cadre de s'arracher à ses déterminismes, donc à sa famille, à l'État, etc., etc. Et donc, donc étant donné qu'il y a ces deux choses-là, il faut savoir que aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour qu'il y ait maximum de signatures, puisque le but c'était qu'il y ait un maximum de pays qui ratifient, il n'a pas été indiqué de référence à Dieu ni de référence à un cadre quelconque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité supérieure du coup au droit individuel, hein, au droit de la personne, donc au droit universel des droits de l'homme. Donc, ça donne un droit illimité à l'individu d'attaquer donc toutes les libertés publiques sans aucune limite. D'ailleurs, le pape, pour la Convention européenne des droits de l'homme, a essayé de faire intégrer justement soit un être suprême ou alors un Dieu ou des lois ne serait-ce que des lois naturelles ou même les racines hein, du christianisme comme fondement de l'Europe. En fait, il n'y est pas arrivé. Et du coup, on se retrouve avec des droits individuels antinaturels, donc avec le courant hein, de Huxley, qui justement veulent s'extirper du monde et de la matérialité et de leur corps et de façon illimitée et donc qui va évidemment vers des droits transhumains et vers le transhumanisme puisque il va le même télécharger l'esprit dans des ordinateurs pour vaincre la mort, etc., etc. Donc Gregor Pupin explique hein, un petit peu, donc il recense toutes enfin, il y a une liste il a été écrit en 2018, je crois, ce livre. Il recense donc les jurisprudences à l'époque qui justement ont consacré des droits à la vie privée, donc notamment pour le sadomasochisme, mais aussi pour l'avortement, parce qu'à partir du moment où on n'a pas d'esprit, on n'est pas humain, on n'est pas un humain en vie. Donc, il y a aussi toutes les lois qui découlent de l'avortement, de l'euthanasie, mais aussi tout ce qui est de l'assistance à la mort hein, d'un tiers, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai pas le temps de m'étendre plus là-dessus sur tout ça, mais on voit bien que derrière, par ces jurisprudences, étant donné qu'il y a la primauté des traités internationaux sur le droit national, hein, c'est pour ça que d'ailleurs De Gaulle ne voulait pas signer cette Convention européenne des droits de l'homme, eh bien petit à petit, les jugements de la Cour européenne de justice, la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, donc fait que la France doit s'aligner sur les jugements et la jurisprudence donc de cette Cour-là européenne et doit changer son droit national. Et c'est à l'inverse de la tradition continentale, hein, du droit continental, là, c'est un système de common law, hein, c'est-à-dire c'est la jurisprudence qui ensuite fait modifier la loi, etc., etc. Voilà, sur cet aspect-là juridique, je vais pas. Mais c'est vrai que c'est peu perceptible. On va le voir aussi pour la charte européenne euh, des droits fondamentaux. Donc là, c'est bien l'Union européenne et c'est plus le Conseil de l'Europe. Pour ceux qui savent pas trop, le Conseil de l'Europe, c'est 46 pays. Hein. Ils ont enlevé la Russie là récemment, mais il y a dedans la Suisse, l'Angleterre, etc. Du coup, par contre, donc ça, c'est bien la Convention européenne des droits de l'homme. Hein, c'est le Conseil de l'Europe. Voilà.
Et puis la deuxième cour de justice, hein, donc qui est donc supérieure au droit national, la primauté du droit, donc qui a été déterminée par un arrêt, je crois que c'est Enel Costa en 1964, donc là qui a déterminé qu'à partir du moment où un pays avait ratifié des traités européens, ben, dans ce cadre, ben, il y avait la primauté de ces traités sur le droit national et que du coup, l'État devait s'aligner dessus. Et le deuxième texte, donc là, qui découle aussi, hein, c'est un peu donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, hop, déclinaison continentale, entre guillemets, donc par la Convention européenne des droits de l'homme. Et le troisième, donc ça, c'est le journal officiel hein, de l'Union européenne. Mais bon, on mettra les liens sur le site parce que celle-là, c'est avec les explications. Hein, c'est important de lire les explications. Donc, et là, alors, cette charte européenne des droits fondamentaux, donc là, c'est la Cour de justice n'est plus, donc elle est plus à Strasbourg, mais elle est au Luxembourg. Je crois que je n'inverse pas, ça doit être ça. Et donc celle-là, elle est pour, bah, c'est pas pour enfin, c'est dit justice, mais en fait c'est pour vérifier le respect des traités. Et en fait, pourquoi? Parce que cette charte des droits fondamentaux, hein, on nous dit souvent oui, les droits fondamentaux, on a violé les droits fondamentaux, etc. Euh, ces droits fondamentaux, en fait, et cette charte a été élaborée donc à partir de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi, et ça on le voit dans les explications, des traités européens. Hein. Et d'ailleurs, dans ce préambule de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il est bien marqué que dans le cadre de l'Union européenne, l'Union économique, etc., avec la libre circulation des services, des marchandises, des capitaux, ainsi que la liberté, etc., d'établissement, à cette fin, il faut expliciter clairement les droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que les droits de l'homme, ce qui découle en tout cas de la Convention des droits de l'homme, n'est pas le centre, mais c'est bien un moyen économique pour l'Union européenne pour atteindre ses objectifs. Donc ça aussi, c'est trois mots hein, à cette fin, il est marqué. Voilà. Et dedans, donc, on retrouve des articles donc de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi de certains qui n'y sont pas du tout. Donc, vous avez par exemple, alors, euh, ben, on va prendre par exemple, parce que si on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai fait une conférence, oui, j'ai fait une conférence qui s'appelle Les droits de l'homme peuvent-ils nous protéger de la dictature? Et j'ai fait un article aussi sur mon site. Hein, il y a un onglet spécial droits de l'homme. Et donc, je détaille plus précisément tous les articles, où est-ce qu'on trouve et tout. Mais je vais donner l'exemple du droit, par exemple, à se marier et enfin, fonder une famille. Et en fait, ben, là, il est marqué que toute personne a le droit de se marier. Point. Et en fait, quand on regarde les explications, il est marqué qu'ils ont enlevé l'homme et femme d'âge nubile, c'est-à-dire pubère. Et ils disent que c'est pour moderniser qu'ils l'ont enlevé. Et en fait, ben, ça ouvre du coup le mariage, en effet, à d'autres personnes que les hommes-femmes. Donc peut-être les robots, les animaux, je ne sais pas, mais bon, comme il y avait, c'est plus précisé. Voilà. Par exemple, ce genre de choses, donc quand ils reprennent, ou sinon, il y a le droit, la liberté d'entreprendre ou la liberté d'exercer, ce genre de choses. Il y a aussi la laïcité qui est attaquée. Hein, par la laïcité, déjà, c'est dans la Convention européenne des droits de l'homme, hein, c'est-à-dire toute personne a le droit à la liberté d'exprimer sa religion en public et même de l'enseigner. Voilà. Donc, dans ces textes-là, vous avez tout un ensemble de droits qui permettent aux individus d'aller à la Cour européenne de Strasbourg ou de l'Union européenne pour attaquer et faire détruire les libertés publiques et les droits nationaux. Voilà.
en fait, c'est un traité, moi, que je qualifie, en fait, idéologiquement, c'est un traité néolibéral libertaire, c'est-à-dire qui permet de déréguler, donc par le système de la jurisprudence, permet de déréguler toutes les régulations que mettent les États sur la liberté d'exercer, etc., au niveau économique, les taxes, etc. Donc le néolibéralisme et en même temps libertaire, c'est-à-dire la dérégulation des mœurs par l'intermédiaire justement de ce texte-là, mais aussi celui de la Convention européenne des droits de l'homme, pour donc des régulations de ça, du libertaire. Et en fait, là, c'est important ce point-là parce que ben, dans la politique, on voit souvent qu'il y a ce clivage gauche-droite et donc entre ceux de gauche progressistes, donc plus sur le genré, etc., qui veulent libérer les mœurs, et puis la droite plus conservatrice. Et en fait, il y a Dany Robert Dufour qui a écrit, qui a refait traduire et sorti donc la fable des abeilles de Mandeville. Et en fait, le capitalisme ne vient pas comme Max Weber disait de l'esprit protestant, l'éthique protestante, mais d'une fable qui est beaucoup plus souterraine et qui a émergé en fait, qui est à l'origine du néolibéralisme. Hein. Friedrich Hayek, il est marqué donc sur Wikipédia aussi, hein, donc c'est pas un secret, que en fait cette théorie du ruissellement, hein, vous savez que créer de la richesse et en plus après ça dégouline sur les autres strates de la société. Macron lui dit les premiers de cordée, c'est un peu la même logique, vient donc de cette fable des abeilles. Et en fait, Bernard de Mandeville, c'était un huguenot hein, qui était aux Pays-Bas et puis il est allé ensuite en Angleterre, donc pas très loin de la City. Et même si ses livres se sont fait brûler, puisqu'on l'appelle, on l'appelait à l'époque Man Devil, donc l'homme du diable, il a été récupéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je vais lire une de ses phrases hein, qui est significative, c'est «Soyez aussi avides, égoïstes, dépensiers pour votre propre plaisir que vous pourriez l'être, donc le plaisir individuel, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. C'est-à-dire que les vices privés font le bien commun et les bénéfices publics. Et ça, c'est dans une logique anglo-saxonne, hein, individuelle, hein, justement, où la somme des individus, donc la jouissance ou la satisfaction des individus, donc crée le bonheur public dans une logique justement de liberté en vase communiquant avec les lois, en fait. Et en diminuant les lois et en augmentant les libertés, donc en libérant toutes les pulsions les pires, hein, l'égoïsme, la guerre, l'avidité, etc., qui sont antisociales, hein, et bien en fait, ça permet de justement créer de l'argent, de la richesse, puisque bon, l'argent est un fétiche. Hein, bon, je ne vais pas rentrer dans les théories psychanalytiques et tout ça, mais lui, donc Dany Robert Dufour, hein, ben, c'est ton prochain. Après, il a fait ce livre-là, hein, une histoire souterraine du capitalisme, et il explique donc tout ça. Et là, c'est une véritable religion, parce qu'en fait, il était attaqué évidemment par les religieux, et il a dit, mais non, en fait, c'est le plan de Dieu. Si Dieu a fait l'homme avec des vices, c'est pour que justement cela crée de la richesse et ça crée un paradis pour que le Messie revienne. Hein. On appelle ça le millénarisme, hein, c'est-à-dire dans l'optique de créer un monde meilleur pour que le Christ revienne sur Terre, donc dans la logique millénariste. Et donc, il a justifié ça par le plan de Dieu. Voilà. Et donc, avec cette logique qui est complètement, donc, pour détruire la vertu et la vertu créant la richesse, en sachant que pour les protestants, la richesse, c'est un don divin et que, voilà. Donc, on est dans cette chose-là. Et la charte des droits fondamentaux, du coup, c'est
la déclinaison européenne du plan de Roosevelt, hein, sur les 4 libertés, puisqu'il y a les 4, le marché de la libre circulation des capitaux, des services, des personnes et des biens. Je sais plus si j'ai oublié. Et donc, c'est aussi l'incarnation d'une religion civile néolibérale anglo-saxonne qui allie la gauche et la droite. Donc, c'est-à-dire, on va déréguler les mœurs et en fait, ça va créer de l'argent. Alors, c'est vrai que par exemple, pour le marché de la PMA, le marché de, du changement de sexe, etc., c'était inimaginable tant qu'il n'y avait pas les droits individuels justement pour remettre en cause ces libertés publiques-là. Et donc, ben, en sachant que derrière ça, ben, il y a l'assouvissement des intérêts des féodalités financières et c'est ce qu'on ressent actuellement dans la société. Euh, donc, on voit bien que derrière le droit de l'homme, il y a vraiment un secret pervers sur nos origines, des visions du monde complètement différentes et opposées entre les droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui sont des droits naturels de la personne, etc. La Convention européenne des droits de l'homme, qui permettent, alors je ne l'ai pas dit, mais un régime démocratique donc peut se permettre plein de choses. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis la charte des droits fondamentaux, la charte européenne des droits fondamentaux, donc la Cour de justice de l'Union européenne, qui y allie en même temps du droit économique et lié à la néolibéralisation du monde. Et tout ce système-là se fait par un soft impérialisme, par justement la jurisprudence, hein, c'est-à-dire que vous avez des individus qui attaquent dans les cours de justice, ces 2 cours de justice-là, et ensuite, donc, les pays qui ne respectent pas, donc, ont des amendes, ils sont condamnés, et hop, ils doivent, les dirigeants, donc, étant donné qu'ils sont soumis à cette primauté des traités internationaux, eh ben, ils doivent s'aligner, ils doivent changer leur loi nationale. Et donc, le rôle du juge aujourd'hui, c'est celui-là, hein, c'est-à-dire que il a ce rôle-là d'aligner petit à petit les droits nationaux et de les uniformiser. Donc, sur ce régime-là impérialiste soft, américain, donc néolibéral et libertaire, qui s'établit à travers ces textes-là et qui joue sur la perfidie et la sournoiserie justement de cacher, de travailler sur ce secret pervers sur nos origines. On appelle ça des sophismes aussi, hein. Là, c'est une logique active. On dit aux gens, mais si, c'est les droits de l'homme, vous inquiétez pas, c'est l'état de droit. Donc, il y a le respect de l'état de droit, etc. Alors, cet aspect-là, j'avais vu aussi donc Ghislain Benessa qui était donc au cercle Aristote aussi. Donc, c'est le totem de l'état de droit, concept flou et conséquences claires. Il explique, il est avocat et il est philosophe et il explique justement la confusion mentale qu'il y a derrière cet état de droit et que surtout, il n'y a pas d'alternative. C'est soit l'état de droit où on se soumet à ce droit, à ces droits-là qui n'ont jamais émergé des peuples, etc. Ou alors c'est la souveraineté nationale. C'est ou l'un ou l'autre, on ne peut pas faire les deux. Sauf que ben, quand on sort de l'état de droit ou qu'on veut être à côté, ben, hop, comme c'est un régime impérialiste qui allie et le spirituel et le temporel, et ben, du coup, on est excommunié du club VIP des démocraties et du coup, on est rangé dans le camp des dictateurs et des fachos, que ce soit au niveau individuel ou alors des États eux-mêmes, hein. C'est-à-dire, si je ne respecte pas les droits de l'homme, dans ce cas-là, on a le droit d'aller leur mettre des bombes pour leur imposer donc l'ingérence, hein, humanitaire pour aller imposer ces droits de l'homme-là. Quand on analyse et qu'on voit par soi-même les articles de ces droits-là et qu'on voit le sens que ça a, de quel courant eugéniste, etc., ça vient et ces droits illimités, voilà, il y a
Je pense que c'est important de faire le clair là-dessus. Alors, comment c'est rentré dans les textes français? Ben, il y a première trahison 1971, le Conseil constitutionnel qui était chargé de vérifier simplement que les lois rentraient dans le cadre de la Constitution. Et ben, du coup, il s'est accaparé un arrêt sur je crois que c'est la liberté d'association en 71. Donc, il s'est accaparé les préambules pour censurer le législateur. Et depuis cette date, avec cette jurisprudence qui, euh, qui a été fait de son propre contrôle, hein, ce n'était pas du tout son rôle au départ, puisque le fait que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens soit en préambule, c'était justement pour pas que les juges et la justice humaine y mettent le nez dedans. Donc, en 3 mots, hein, il a rajouté simplement et son préambule dans l'arrêt, je crois, ou et la Déclaration des droits de l'homme. Il a simplement justifié cet arrêt en y intégrant aussi ce préambule, donc et la Déclaration des droits de l'homme. Et du coup, il s'est autoproclamé censeur, mais avec l'alliance entre le spirituel et le temporel. Voilà. Donc, et depuis, il y a une collusion entre les deux. Et on voit bien que aujourd'hui, on est gouverné corps et âme, c'est-à-dire on n'a plus la liberté de penser. Hein, c'est vraiment les médias, c'est une sorte de messe média, c'est-à-dire des prêtres qui sont là pour vous dire comment penser, ce qu'il faut penser, et que dès qu'il y a quelque chose qui sort de là, ou là, c'est soit invisibilisé ou c'est le grand diable. Voilà, voilà. Et la deuxième trahison, donc c'est Alain Poher. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, peut-être. Donc pendant son intérim, quand Pompidou est mort, ben il a signé la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il savait pertinemment et tout le monde que ça allait atteindre la souveraineté nationale. Voilà. Ensuite, ben, il y a eu le Conseil constitutionnel qui a délégué le contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire, étant donné que les traités européens avaient une primauté sur le droit national, à chaque fois, il devait y avoir un jugement et que pour appliquer le droit international et enlever le droit euh, pour appliquer le droit international européen et enlever le droit national. Et donc, ben, ça a été délégué aux juges ordinaires et aux juges administratifs dans les années 70. Voilà. Et depuis, donc, le Conseil d'État et puis les juges ordinaires, en fait, par leur jugement, permettent d'aligner petit à petit les droits nationaux sur ça. Et donc, ce n'est plus le peuple, ni même les gouvernants qui font le droit, mais c'est vraiment cette dynamique autonome cybernétique, hein, c'est-à-dire qui, toute seule, par ces traités-là, simplement en ayant mis la primauté des traités et le contenu de ces traités, ben, fait son travail vivant et évolutif. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez donc on appelle ça l'Europe des juges, hein, donc c'est une mécanique qui est autonome du politique. Vous avez Robert Delcourt qui était président de la Cour de justice de la Communauté européenne, c'est-à-dire au début de l'Union européenne, hein, donc entre 62 et 76, et il a écrit un livre qui s'appelle justement l'Europe des juges. Il a été réédité en 2008 et qui retrace tous les grands arrêts de la Cour de justice de la Communauté européenne, donc les tout premiers. Et jusqu'aux années 80, 90, personne n'était au courant de cette dynamique cachée-là, de ce système qui a été ensuite qualifié de néo-fonctionnaliste et qui s'est mis en place et qui se met en place progressivement de façon autonome et sans la volonté des États. Bien que, comme il soit noté, dans les traités, il n'est jamais dit que ça enlèvera de la souveraineté aux États. C'est-à-dire que c'est par abus frauduleux d'ignorance ou corruption, on ne sait pas, que les États se sont soumis à ce droit-là, hein, dans l'optique de créer la paix, etc., etc. Mais en réalité, dès le départ, ces traités ont posé les principes
cybernétique, hein, donc de droit, c'est-à-dire les principes de mécanique autonome pour que petit à petit les souverainetés nationales disparaissent. Voilà, donc c'était une stratégie sournoise, perverse et qui en plus est grandement assumée et clarifiée officiellement. Voilà. D'ailleurs, vous avez, alors au départ, ma réflexion, elle est venue d'un texte de Andras Jacob qui a été, il a été primé au 7e Congrès international de droit constitutionnel, donc le gratin mondial des théoriciens du droit. Et il est écrit noir sur blanc, j'enverrai aussi le lien pour ceux que ça intéresse. Il écrit noir sur blanc que le rôle des juristes, le rôle paradoxal des juristes, c'est de créer des édifices et des textes suffisamment complexes pour duper les gens, en fait. Bon, là, je le dis avec mes mots, hein, mais et que les problèmes de souveraineté ne surgissent pas, hein, parce qu'en effet, dès le départ, et lui aussi le dit, hein, il n'y a pas que Robert Delcourt, là dont je parlais, qui était président de la Cour de justice pas de la Commission européenne, de la Communauté européenne, qui dit que c'est un droit qui se fait sans les politiques. Voilà. Donc, en conclusion, j'étais peut-être un petit peu longue, mais voilà. On a donc un impérialisme américain, donc avec les églises, hein, en tout cas, qui ont instauré progressivement un soft totalitarisme mondial. Totalitarisme au sens que, étant donné que vous avez l'alliance entre le temporel et le spirituel, c'est bien la pensée et toutes les conduites, y compris les plus intimes, et on a vu tout à l'heure sur le sexuel, hein, sur les pratiques sadomasochistes, sur les pratiques d'euthanasie. Donc, c'est-à-dire toutes les, aussi bien économiques aussi, donc toutes les sphères de la vie. Donc, c'est ça que là, parce qu'il y a plusieurs définitions du totalitarisme, c'est-à-dire, moi, je le dis dans le sens que c'est dans tous les secteurs de la vie, du social au plus intime, en fait, et même pas du social, aussi du mondial, hein, des relations entre les pays. Donc, avec ce monisme juridico-spirituel pour gouverner donc les hommes, corps et âme, donc avec des grands prêtres que sont en effet les juges et qui obéissent, hein, tout simplement à la dynamique du droit, hein. Eux, ils doivent appliquer une théorie pure du droit mécanique, hein. Ils doivent respecter la priorité des traités. Et aussi les messes médias qui sont là pour moraliser les âmes et les conduites des gens et les remettre dans le bon, pour créer l'homme nouveau pour cette nouvel ordre mondial et cette gouvernance. Voilà. La Déclaration universelle des droits de l'homme donc a échoué à remettre du droit naturel et aujourd'hui, ben, en détruisant en même temps les droits nationaux, eh ben, ça permet justement aux féodalités financières et de justement pouvoir amplifier leur action sur l'ensemble des gens et en plus en instaurant une religion civile, bon, dont je l'ai dit, hein, Bernard de Mandeville, là où en effet il faut déréguler les mœurs et déréguler l'économie pour créer un paradis terrestre, voilà, donc selon la logique de ces féodalités financières. Et donc, ils détruisent petit à petit toutes les souverainetés et le droit naturel. Du coup, ben, nous, en France, ben, comme je l'ai dit, hein, avec toutes ces trahisons-là, ils ont détruit les remparts qu'on nous avait réinstaurés au niveau de façon éternelle, hein, puisque c'était en préambule de notre Constitution, mais sans nous les enlever. Simplement en s'accaparant par derrière donc ce droit de piocher. Donc pour cette loi-là, si elle convient pas, je vais piocher là, soit dans un article de la Constitution ou dans un article du préambule de 46 ou alors dans un article de la Déclaration pour motiver ma censure. Et donc ils ont un stock inimaginable pour pouvoir choisir ce qu'ils veulent et faire comment dire une sélection selon le arbitraire et le choix qu'ils veulent. Voilà, le choix humain.
Voilà, et puis bon, ben, bien sûr, aujourd'hui, dans la société de l'information, la quatrième révolution industrielle, hein, sur nos data, le rôle de l'information est essentiel. Donc avec tout ça et notamment, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen disait bien que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme était la seule source des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ce qui se confirme. Et aujourd'hui, dans cette société de l'information, il est essentiel que justement ces médias-là qui organisent l'ignorance ou qui mettent en valeur certaines autres choses, donc soient enfin reconnu comme un vrai pouvoir, au même titre que les autres, pour pouvoir en être séparés, hein, et que tout ça se rééquilibre sur les principes de Montesquieu. Sinon, tout ce que j'ai dit, ben, petit à petit, ça fait disparaître, c'est une disparition programmée et concertée de notre identité nationale, de ce qui nous unit, de nos traditions, mais aussi de notre identité personnelle, puisqu'en fait, on nous dépouille de notre facette de citoyen, de personne, en nous traitant comme des individus en concurrence les uns avec les autres, et puis aussi de notre libre arbitre. On nous a amputé de notre libre arbitre avec une police de la pensée, et aujourd'hui, le rôle de l'école, euh, voilà, quoi, qui est comme pour les jeunesses hitlériennes et staliniennes pour créer cet homme nouveau, là, mondial, voilà, dont j'ai pas le temps de parler non plus, mais j'avais fait un dossier sur la loi Blanquer, notamment, pour expliquer tout ça. En gros, ben, on est dans le cadre, je pense, mais s'il y a des juristes qui veulent travailler uniquement là-dessus, on est dans le cadre de l'article 211.1 du Code pénal, c'est-à-dire dans un crime contre l'humanité, puisque ça attaque l'identité et ça attaque donc la nature humaine elle-même. On est dans le cadre d'un génocide donc national, justement pour détruire l'intégrité physique et psychique de chaque citoyen français, et puis même au niveau de l'Union européenne, c'est pareil. Alors la bonne nouvelle, c'est que bon, le vainqueur donc des États-Unis, donc qui a mis en place toute cette stratégie-là sournoise, que ce soit au niveau de mondial, parce que bon là, je me suis centrée sur l'Union européenne, mais c'est une déclinaison européenne, mais il y a aussi bien sûr au niveau mondial, avec la Banque mondiale, enfin avec tous les autres oripeaux de la mondialisation, que bon, derrière il y a les États-Unis. Donc, ben, ça se fait uniquement par l'acceptation des pays, donc la signature, la ratification des traités et l'acceptation de la primauté de ces traités sur le droit national et donc sur la souveraineté nationale. Voilà. Donc, il suffit juste au peuple français de choisir de sortir de ces pièges-là, de prendre conscience de ça pour retrouver leur génie et de nouveau reséparer la morale du juridique, hein, et du politique, et de nouveau retrouver leur libre arbitre individuel et collectif. Et donc, voilà. C'est un petit peu la bonne nouvelle. La seule chose, c'est qu'évidemment, étant donné qu'aujourd'hui les médias ont une telle emprise sur la société et que ben ça permet, étant donné qu'ils sont dans les mains des féodalités financières et autres, eh ben, les Français n'ont pas la possibilité de prendre conscience de ce péril-là énorme, pas rien que pour la France, mais aussi pour l'humanité elle-même, parce que cet homme nouveau là qui veulent faire apparaître met en danger aussi la paix mondiale, parce qu'il y a des chocs en effet avec d'autres visions du monde, et etc. Et voilà. Donc, ce que j'avais à dire en tout cas sur. Bien. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, Mhm. et je voudrais revenir pour nos auditeurs sur certains points. Oui. Euh, Si tu veux, il y a un point très positif dans ce que tu as dit, c'est que tu raccroches, et ça, je pense que il est tout à fait normal d'avoir un gros doute sur le mouvement idéologique et le droit de l'homme. Mhm.
Ça, c'est tout à fait normal, mais je pense que nous avons pris un pli qui n'est pas un bon pli depuis très longtemps dans les mouvements d'opposition sous, euh, comment dire, euh, nous avons, on a tendance à à jeter le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. C'est-à-dire que parce que nous sommes frottés, ce qui est normal, parce qu'il y a énormément de circulation d'idées au sein de l'opposition, et nous avons, et ce n'est pas un mal d'ailleurs, eu une partie de la doctrine, disons, des alternatives réactionnaires. Réactionnaire n'est pas un mauvais mot dans ma bouche, hein, c'est le fait de réagir à. Mais le problème, c'est que l'école réactionnaire qui a donné de grands historiens du droit, tu en as cité un d'ailleurs, qui est un proche du cercle et un ami très proche, qui est Jean-Louis Harwell. Mhm. Et si tu veux, certaines critiques de l'héritage de 1789 sont tout à fait justifiées. Néanmoins, on a eu tendance à... Jean-Louis Harwell, par exemple, ne met pas en lumière du tout que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen procède en mettant en préambule justement ce Hmm. dualisme-là. Alors, sur une religion séculière, hein, alors il met sur la fin de son livre qu'en effet, à partir des années 50, les droits de l'homme sont devenus monistes. Mais il explique pas que c'est parce qu'il y a eu cette trahison d'Alain Poher, que De Gaulle ne voulait pas, que d'ailleurs De Gaulle, il ne connaissait rien en constitution, donc il s'est entouré des meilleurs constitutionnalistes de l'époque pour faire la Cinquième République, et il s'est inspiré notamment de Schmitt, je crois. Ça, c'est Benessa qui en parle. Alors, Voilà. c'est plus compliqué que ça. Ouais. Si tu veux, c'est que le général maîtrise les sciences juridiques, ne sait pas si tu veux, il sait exactement ce qu'il veut. Le problème, c'est que c'est l'influence de Capitan, qui est l'un des plus grands juristes français du XXe siècle, et Capitan connaît la pensée de Carl Schmitt. Ensuite, si tu veux, Jean-Louis, qui est un très grand historien du droit, mais qui est un véritable homme de droite. Or, le Oui, problème, passant. c'est vrai. Non, non, mais d'ailleurs, je le Et, canal, et c'est un aussi de mes les amis cercles proches. religieux, pour eux, et là Grégor Hmm. Pupin le dit bien, c'est que pour eux la souveraineté n'appartient qu'à Dieu. Donc de toute façon, la déclaration de 1789, ils ne veulent pas en entendre parler, hein. Et justement, Et ils ne voient pas, et souvent ces historiens du droit ou autres, ils hmm, ne voient pas l'essentiel pour moi, qui hmm, n'est pas cette aspiration-là moniste, c'est vrai. religieuse ou autre, que en fait, pour moi, et surtout que je suis psychologue sociale, hein, donc tu connais aussi les relations Hmm. entre les hommes, etc., et au niveau expérimental et tout. Ce libre arbitre-là, il est fondamental. Aujourd'hui, il y a plein de théories qui prouvent qu'en effet, ce libre arbitre, il est nécessaire. C'est pas que Spinoza qui dit qu'il faut prendre conscience de nos déterminismes pour etc. Mais en fait, tout ça est vraiment, pour moi, synthétisé. C'est pour moi, c'est vrai que plus je connais la déclaration de 1789, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et notamment le fait que ce soit en préambule, enfin, c'est Oui, oui, fondamental. non, mais ça, si tu veux, Pour ça. Et c'est, souvent, on dit, ah, je lis, ah, mais la déclaration du 789, mais non, quand on le lit réellement, c'est quand même fondamental. t'as une très bonne introduction aux travaux de la déclaration. C'est Ouais. ceux de Stéphane Rials. Ah, je connais pas. Si tu veux, très, très immense juriste, aujourd'hui retraité, mais qui a formé, c'est simple, les derniers grands intellectuels du droit en France, les Éric Desmond, les Souvigné, tous ces mecs-là sont ce qu'on appelle des réalciens, c'est-à-dire les élèves du maître. C'est drôle d'ailleurs, parce que lui, qui était le grand patron de la pensée juridique à Paris 2, donc théoriquement, et en théorie, la fac la plus à droite de France, je dis bien en théorie parce que je l'ai faite, et en réalité, c'est devenu une fac libérale. Donc, il n'y a pas plus de nationalisme de là-dedans que de Colin Tampon.
Ce qui est drôle, c'est qu'il est au PRCF aujourd'hui, ce qui me fait beaucoup rire, mais le Mhm. pôle de renaissance communiste en France. Mais Ouais, ouais. en tout cas, je crois qu'il y est. Mais si tu veux, je pense qu'il faut cautériser une fois pour toutes la querelle de 1789, parce que si tu veux, on va tous en crever. Je crois. Or, Ouais, ouais, je le crois. deuxième point, si tu veux, là aussi tu le dis très bien, c'est que on n'a pas Je ne savais même pas qu'il y avait une querelle là-dessus, hein, enfin, au niveau du bah, point. si, C'est vrai que dans les rangs alternatives, si tu veux. Par exemple, si tu veux, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que, si tu veux, on voit bien que t'as pas un bloc droit de l'hommisme sur 2 siècles, c'est-à-dire que tu as eu un tournant mondial des droits de l'homme, et là, je vais y revenir sur d'autres points. Si tu veux, tu as bien lié 2 choses qui sont notre histoire a oscillé entre 2 pôles pendant des siècles, qui étaient le césaropapisme d'un côté et la théocratie de l'autre. Donc, voilà, soit c'est le ça. pouvoir de Tout à l'Église, l'heure, je me suis plus souvenu de théocratie, oui, c'est ça. et si tu veux, alors ça nous a permis, la lutte entre ces 2 pôles nous a permis de structurer notre pensée de la liberté. Mm, Mais mm, notre pensée de la liberté dans le domaine spirituel, elle a donné cette forme très particulière de souveraineté qu'a été la laïcité, ou qu'a été mm. le gallicanisme, ce qui sont d'autres. Or, le problème, c'est que c'est parce qu'il y a eu ces 2 pôles qui se sont affrontés que nous avons fait avancer la liberté telle que nous l'entendons. Or, ça a eu Et aussi. nous avons laissé libre parce qu'en fait, dans la Déclaration du droit de l'homme, c'est au niveau collectif qu'il y a cette liberté qui est permise d'opinion, enfin, etc., etc. Parce que moi, j'étais dans un service public, dans la formation professionnelle, et mon éthique et ma déontologie, c'était le respect de la dignité des personnes. Je ne m'ingérais Oui, bien pas sûr. dans les personnes. Quand je faisais de l'orientation professionnelle, j'aidais, et la psychologie française, dans son courant traditionnel français, qui est complètement opposé de la psychologie américaine et anglo-saxonne dans son ensemble, c'est vraiment pour respecter les règles d'équilibre et de conservation de l'homme au travail et dans la société. En tant que psychologue du travail et psychologue social, j'ai été formée comme ça. Et j'ai été aussi Ça, éduquée dans ce ça pour- ça- bain-là ça- français. ça pourrait faire l'objet d'une autre intervention. Ce serait Mm. assez intéressant. Là, je reviens, je suis le fil pour pouvoir donner des éléments de contexte Oui, à nos camarades. Donc, tu as bien parlé. Si tu veux, ce qu'il faut bien voir j'en arrive à un point particulier qui est le point anglo-saxon. Il y a une chose qu'on ne veut pas voir, ou du moins qu'on a mis longtemps à, euh, à- à intérioriser. C'est c'est qu'il y a, ça, tu as quelques grands penseurs qui osent l'écrire aujourd'hui. Je pense à Régis Debray Régis particulièrement. Debray, bien Euh, sûr. Son texte sur la démocratie et la République, euh, démocratie eux, anglo-saxonne. c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une pensée politique. Si tu veux, quand on parle de la pensée politique occidentale, on pose un gros problème théorique, c'est Oui. qu'on oublie les spécificités intellectuelles du protestantisme. Complètement. Il y a Voilà. un tabou, suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a un tabou sur le judéo-chrétien, en fait. Souvent, même Gregor Pöpping parle christianisme, et moi qui connais la spécificité du catholicisme, enfin, en avançant, hein, Oui, ben avant, bien sûr. chrétien, c'était chrétien, enfin bon. Oui, Mais maintenant, en connaissant les visions du monde et les visions de la société oui. complètement différentes entre ces trucs-là, je m'aperçois que c'est un secret pervers qu'il y a, où il y a une Donc, confusion. personne ne veut, Ouais, ne veut rentrer dans ce détail-là, ce qui est quand même très très ouais. drôle. Un Or, tabou. Ouais. ça pose un véritable problème, c'est que Régis Debray le dit bien sur les travaux de Jean-François Colossimo d'ailleurs, Ouais. qui est tout sauf anti-américain, faut pas voir qui est Jean-François Colossimo pour le croire, mais qui est un grand spécialiste des sciences religieuses. Quand il écrit Dieu est américain, l'Amérique a été, du moins dans le protestantisme majoritaire, ça changera peut-être parce que les populations changent aux États-Unis, mais pendant très longtemps, l'Amérique a été une théodémocratie, donc une démocratie au regard de Dieu. Si Dieu, le peuple élu du Second Testament. Oui, c'est ça. C'est Euh, le,
on Je vais te oublie. montrer ouais. La Société des moutons loups, tu connais, non? Oui, bien sûr, oui. Voilà. Évidemment, je Et l'assiste là, souverainiste. et La justement, société des moutons loups. Et justement, il explique que c'est pas seulement, comme Chomsky le dit, les gouvernants qui dupent la population. Non, le mythe fondateur des États-Unis, et là on revient sur ben, moi la psychologie sociale hein, et les mythes fondateurs des entreprises aussi. Le mythe fondateur des États-Unis, c'est vraiment le puritanisme, etc. Et cette relation directe entre l'individu et Dieu et la destinée manifeste. J'en Mmh, parle tout à justement fait. dans des déclarations, enfin dans les conférences sur les droits de l'homme. La destinée manifeste et en effet pour le peuple américain, le gouvernement il a le droit de tout faire y compris Guantanamo, y compris mettre des bombes, voilà, à partir du moment où il préserve sa suprématie et sa destinée manifeste d'amener la lumière au monde. Et puis après, ben, s'il y a des choses qui se découvrent, ah ben on fait le mea culpa et de toute façon, comme le Christ a racheté nos péchés, ben voilà, il suffit simplement de et, Mmh. et on a ce truc de mea culpa aussi. Ah ben oui, ben c'est vrai, on n'a pas fait 2, 3 ans après. Ah ben non, finalement, c'était pas une arme. C'était pas une fiole. Bon, voilà, point. Non, mais si tu veux, et si tu veux, ce qu'on oublie, tu vois, c'est qu'au sortir de la guerre, tu as un personnage qu'on pense insignifiant, parce que d'un point de vue politique, il l'est, vu qu'il est une simple créature de Roosevelt à la base. C'est Truman. Truman, on Mm. oublie que Truman est un évangéliste et qui veut utiliser et qu'il a cette volonté d'utilisation des droits de l'homme à titre religieux. C'est aussi lui qui crée le thème du développement pour contrer le communisme. Tu vois? Donc, si tu veux, on oublie qu'il y a encore un messianisme d'essence strictement religieuse américaine dès les, encore dans les années 50, 60, 70. Pour nous, ça nous apparaît délirant, mais ça nous apparaît délirant à l'égard de notre histoire. Tu vois? Je fais vite, si tu veux, nous, on va ressentir cette révolution-là, je pense, je pense que Marcel Gauchet l'a particulièrement bien vu, on va le ressentir dans les années 80. Parce que nous, si tu veux, on va ressentir ça très tard. Tu vois, Ouais. parce que si tu veux, la protestantisation lourde de la société française, elle est relativement récente. Nous, on a baigné quand même dans la guerre froide, et la guerre froide, c'était avec, particulièrement en France, où tu avais quand même un parti communiste fort, c'est-à-dire un parti, disons, christiano-partageux, parce que le communisme à la française, c'est quand même une déclinaison de l'Église catholique, quoi qu'on en pense. Mais, mais tu vois, il y a un fait que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, parce qu'on ne souligne pas assez, c'est le caractère extraordinairement nocif de la démocratie chrétienne. Parce que là, si tu veux, et comme anti-modernisme, je m'explique. Mm. C'est-à-dire que nous avons, qu'il faille être objecteur de modernité, c'est une chose, Mm. si tu veux, mais il y a dans une part de la démocratie chrétienne, et c'est ce qui va donner la construction européenne, il y a une volonté de retour à des structures mortes et en putréfaction, donc le Saint-Empire d'Occident, il faut être très honnête, Voilà. qui, est, qui sont particulièrement malsaines et qui vont de toute façon, parce que c'est un projet qui est dévitalisé profondément, c'est pas pour rien que les Américains vont utiliser la démocratie chrétienne à travers leurs agents. De Gasperi, démocratie chrétienne, Adenauer, démocratie chrétienne, Robert Schuman, démocratie chrétienne, tous ces gens qui sont, comment dire, du Zentrum, quoi. C'est du Bosch et du Parabosch. Hein. Et si tu veux, ça va nous poser un vrai problème. Je rebondis sur un autre point, je fais vite pour pas qu'on soit trop long sur Huxley. Alors, tu as raison. Huxley n'est pas un vrai humaniste. Si tu veux, il appartient pas du tout à Non, mais Pupin dit qu'il fait partie du courant humaniste, mais ben, bien sûr, non, il dit qu'il est eugéniste et de qu'il la le vie de fait pour Pupin, ça. qui, lui est un chrétien. Si tu veux, si tu veux, moi, je te l'ai dit, j'ai travaillé avec lui. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ensuite, il assume totalement d'où il parle. Il parle Oui, euh, oui. depuis. Or, le problème, c'est que si tu veux,
Il représente le Saint-Siège. qui représente le Saint-Siège, hein, clairement. Je pense que tu vois, chez ces gens-là, je pense que il appartient en tout cas à un fait humaniste qui n'a rien à voir avec l'humanisme traditionnel des pays catholiques d'Europe de Bien l'Est. sûr, bien Je suis sûr. un élève de Pierre Magnard. J'ai écrit d'ailleurs dans le grand collectif sur l'humanisme là, qui va sortir, grâce à mon ami Daniel Salvatore Schiffer au CERF. Si tu veux, ça n'a rien à voir avec l'idéal, disons, néo-ancien et, et chrétien, hein, enfin, en tout cas catholique, puisque l'humanisme se développe avant tout en pays catholique, si tu veux, par contre, il se raccroche en effet à des courants, parce que la gnose, c'est des courants, différents courants. Oui. C'est un très 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 bon livre d'histoire de la gnose, c'est l'histoire de la gnose et des gnostiques par Roland Hureau. C'est l'ouvrage le plus facile parce que la question de la gnose, pour moi, historien des idées politiques, j'ai vu des collègues à moi devenir fous sur ce truc-là. Tu vois, non, c'est des trucs, c'est des trucs à se taper le derrière contre la suspension. Tu vois, c'est l'équivalent de la tradition chez René Guénon. Ça rend des gens fous, hein. J'ai vu des gens devenir psychiatriquement fous. Or, le problème, c'est qu'il y a une forme de gnosticisme. Alors, j'entre pas dans le débat théorique, parce que c'est un débat intéressant, mais on n'a pas le temps ici de savoir s'il n'y a pas une bonne gnose, etc., ce qui est tout à fait possible. Si tu veux, le problème, c'est que tu as des courants malsains dans le gnosticisme, tu as des courants qui le sont moins, mais c'est un bloc de pensée de 25 siècles, enfin de 20 siècles, la gnose, tu vois. C'est quand même la séparation enfin, c'est schizophrénique hein, quand même, hein, la Alors, séparation tu du as corps et de tu l'esprit. as énormément d'écoles gnostiques qui d'ailleurs ont quasiment... Et le principe de réalité, enfin là, je me Oui, base bien sûr. sur, tu sais, la santé psychique, c'est quand même être l'équilibre entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Hein. Si en effet tu n'as plus de principe de réalité, d'ailleurs en cybernétique, hein, parce que les États-Unis sont basés sur la science des sciences, hein, la cybernétique. Hein, j'ai parlé de Baptiste Rapin, qui est dans le constructivisme radical, hein, c'est-à-dire que la réalité n'existe pas. Ils ont un Bien sûr, objectif et hop, 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 hop. Donc on est là-dessus. bien Et sûr. donc plus de principe de réalité, on ne fait plus partie du cosmos, on ne respecte plus les règles d'équilibre de rien. Donc du coup, plus nos besoins à nous, notre corps, notre famille, et l'État aussi qui doit être dans la durée et tout. Et c'est extrêmement. Et ce principe schizophrénique, il est du coup chez les pervers narcissiques aussi. Enfin, c'est vrai qu'après, ça a des répercussions. J'ai pas trop Tu, été sur le côté tu, l'as- tu, psycho, mais c'est l'as- quand même extraordinaire. tu as beaucoup d'écoles gnostiques qui sont déviantes, pas toutes, mais déjà, par exemple, la haine du corps, c'est très très répandu dans la gnose. Or, le Bah, les problème, flagellants, c'était ça, je crois. C'était les flagellants, c'était ça. T'as énormément d'écoles gnostiques. Souvent, d'ailleurs, elles ont été lourdement combattues à par Munster, ou l'Église. c'est qui est-ce qui en parle? Je sais plus si c'est Harwell ou Ben. Je crois que c'est Harwell qui en parle de Munster, là. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Et puis le problème, c'est que, si tu veux, par exemple, tu as le terrible ouvrage de Norman Corm, hein, sur les fanatiques de l'Apocalypse, où tu vois que ouais, c'est ça, 90% des c'est ça. mouvements apocalyptiques de l'histoire de l'Europe et messianiques sont des mouvements qui, objectivement, viennent des mêmes régions d'Allemagne et d'Europe centrale et orientale. Si tu veux, Et ça, c'est fondamental aussi. C'est vrai que le fait que ce soit pas un paradis terrestre qu'on cherche, mais un paradis céleste, c'est oui, fondamental. oui, Voilà. totalement. Quand, Oui, ça, je suis d'accord la avec toi. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit ben, pour le bonheur de tous, c'est pas pour dire ben, non. C'est voilà. Et par contre, la Constitution américaine qui dit le bonheur individuel. Donc voilà. Et là, en fait, on voit des conceptions du monde différentes. Et le fait que ce soit céleste, ça permet le libre arbitre. Ben, j'ai le droit de choisir entre le bien et le mal. Je suis pressée. Ben, est-ce que je vais dépasser la limite de vitesse ou est-ce que je vais pas la dépasser? Mais aujourd'hui, dans le monde de l'intelligence artificielle, je n'en ai pas parlé, mais il y a comment il s'appelle un juriste, non, un scientifique du droit sur sous le règne des machines à gouverner, qui explique qu'il faut faire extrêmement attention. Il est très préoccupé par le règlement sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne
parce qu'en fait, c'est dans une logique justement moniste et où tu as donc comme les machine learning, elles font leurs propres normes et qu'elles prescrivent. Ben, c'est le rôle du juriste, celui-là. Donc, c'est en concurrence directe avec le droit. Mais en plus, il rajoute le contrôle en temps réel de ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Donc, c'est extrêmement dangereux. Mm. À l'heure de l'intelligence artificielle, de la Oui, bien sûr. Tu data as, et des une données disparition potentielle de la notion de libre arbitre. Tu vois, c'est d'ailleurs sur ça que je vais de terminer. l'homme, de Déjà, l'humanité. là encore, tu as bien expliqué une logique que les gens n'ont pas encore totalement intériorisée. Déjà, tu as levé la trahison de Poher, ce qu'on fait rarement. Et deuxièmement, le problème, c'est qu'il faut bien Il comprendre a que eu la... 2 mois, il était là 2 mois, c'est Oui, oui. hallucinant, même Ah pas. non, mais si tu veux, ce pauvre pays qui a plus de types de traîtres que de types de fromage. Oh Or, là là. le problème, c'est que euh, tu as, ces gens-là n'ont pas épousé la cause des droits-créances, parce que profondément, ce sont des droits-créances, Mm. c'est-à-dire c'est des chèques qu'on tire sur la C'est ça. société, Mm. euh, par plaisir. C'est que les droits-créances servent à liquider les libertés collectives et servent Mm. également à liquider la science antique du droit. Comme le dit très bien Jean-Louis Harwell, le droit, ça servait à faire tenir les sociétés. Oui, Aujourd'hui, ça sert à les enterrer. Donc, complètement. et, C'est la négantropie, et, le, les et si tu cybernetiques. veux, et ça nous amène au dernier point, c'est qu'en réalité, il y a un terme, je pense, sur lequel il va falloir revenir. Et à la schizophrénie aussi, hein. Oui, parce que, Justement, ne mais plus si tu faire veux, de différence ah, entre mais soi et l'autre, l'extérieur et soi. et puis ça permet si tu veux, si tu veux, des gens en mal-être psychique sont beaucoup plus faciles à dominer. Or, Bien mais sûr, surtout, évidemment. je terminerai là-dessus, il y a un terme qui m'est apparu en t'écoutant, c'est qu'en réalité, euh, si tu veux, la destruction de quelque chose pour laquelle nous nous sommes battus depuis 25 siècles sans discontinuer, tu vois, si tu veux, qui est la liberté sous ses différentes formes. Aujourd'hui, si tu veux, ce qui est mis en face, si tu veux, c'est parce que tu as dans toute notre histoire une, une, la liberté est une sorte de récompense de la dignité pour nous. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la liberté qui est proposée, c'est la licence. Ce vieux terme de licencieux. Alors, licencieux, je mets le côté libertin à part, c'est très daté 17e, mais le problème, c'est qu'on oublie que c'est pas uniquement ce qui est libertin, ce qui est licencieux, c'est ce qui est sans dignité. Or, Mm. aujourd'hui, on propose la licence en lieu et place de l'ancienne liberté positive, et malheureusement, c'est l'idéal de substitution dans lequel on va enfermer les gens. Et malheureusement, la distorsion de la logique des droits de l'homme, mon vieux maître Arnaud Imatz rappelait que la plupart des autorités morales non occidentales, à commencer par le Mahatma Gandhi, par exemple, se sont opposés à la déclaration de 48 en disant l'Occident, vous n'avez rien appris, vous n'avez rien appris de l'épisode qui vient d'arriver, vous n'avez rien appris de votre impérialisme, Mm. et de toute façon, votre nouvelle religion à vous les Blancs, vous allez nous l'imposer de gré de force, et surtout, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, parce que, comme le disait Gandhi, ma mère qui était illettrée n'aurait jamais cru qu'on pouvait avoir des droits sans devoir. Pourquoi? Parce que le devoir, c'est la relation. Or, c'est la relation à soi et aux autres. Mais le souci, c'est que tu vois, ce n'est pas la logique. Droit et devoir, c'est plus dans la logique anglo-saxonne, hein. Les droits-libertés, c'est des droits-libertés, hein. C'est pas des Oui, droits-créances, quoi, hein. non, non, mais attention, La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont des droits-créances ça, c'est des de droits tout le créants. monde. Mm. Moi, quand je parle d'équilibre droit-devoir, je parle de la Déclaration des droits de l'homme du 793. Si tu Ah veux, oui, mais ça, c'est autre chose. si tu Mm. veux, parce que chez nous, si tu veux, tu vois, l'être de devoir, c'est le citoyen.
Mmh. Tu vois, c'est l'autre phase de l'humanité, si tu veux. C'est ça qui a été arraché. Or, on ne s'en rend pas compte. Je ferais peut-être traduire, si je trouve un éditeur, sinon je le traduirai moi-même, un grand ouvrage qui est sorti dans le monde anglo-saxon sur la fin de la citoyenneté. Et on ne se rend pas compte que cette notion de citoyenneté, elle a sous-tendu l'Occident pendant 25 siècles. Et que si elle disparaît, on ne se rend pas compte de ce qui va disparaître avec elle. Et peut-être que le compteur commence à tourner depuis 1948. En tout cas, c'est une Ah oui, oui, hypothèse ben, la logique, c'était ça, détruire le modernisme, hein. Les États-nations, s'il n'y a plus d'États-nations, il n'y a plus de citoyens, hein. il y a plus de citoyens. En tout cas, je te remercie beaucoup, Valérie. Je te dis certainement à très bientôt pour de nouvelles aventures, dirait l'autre. Avec Voilà. plaisir. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.